Voilà, mesdames, messieurs, je vais vous demander de rejoindre les unes et les autres vos places. On ne va pas tarder à commencer ce forum Solidarité qui va se dérouler pendant 1 heure et demie à peu près. Des communes confrontées à une aggravation de la pauvreté. Le constat est sans appel. La pauvreté s'est aggravée ces dernières années dans notre pays avec une hausse de plus de 1 million du nombre de personnes en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale entre 2019 et 2023. La pauvreté change régulièrement de visage. On peut être au SMIC, on peut plus, un peu plus même, et ne pas y arriver parce que la vie est pleine de choses-trappes, de mauvaises surprises. D'après l'enquête Cevipof pour l'AMF, l'action sociale se hisse ainsi au deuxième rang des domaines à renforcer en cas d'augmentation des recettes communales quand elles arriveront, en tout cas, ces augmentations. 20% des répondants sont prêts à en faire une priorité. Pendant que la pauvreté monte, les crédits baissent. Les pauvres ne manifestent pas, que voulez-vous? Ils subissent alors face à un mur qui, d'année en année, semble plus difficile à surmonter. L'année dernière, si je m'en souviens bien, il était déjà très haut. Les maires s'adaptent, les solidarités se réinventent. Le tissu associatif est sous tension, mais il résiste. Il est solide. Nous allons voir comment avec vous, Luc Carounas. Vous êtes maire d'Alfortville et président de l'UNCAS, et Marilène Millet, maire de Saint-Génie-Laval, coprésident de la commission des affaires sociales de l'AMF. Et on verra avec vous un peu plus tard donc, comment les maires et leurs relais associatifs parviennent à résister. Je vous présente tous nos intervenants. Nicolas Duvou, qui est président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, qui introduira nos échanges. Catherine Arnoux, qui nous rejoindra un peu plus tard et qui est maire de Chanteloup-les-Vignes. Jean-Michel Richard, qui est le nouveau président des Restos du Cœur. Ça remonte à 1 mois à peu près, votre élection. Cher monsieur, Samuel Tavernier, maire de François en Martinique. Arnaud Deslandes, maire de Lille, qui est là, normalement, qui a dû arriver, donc qui va pas tarder à arriver. Delphine Rouillot, qui est présidente du collectif Alerte, qui est là. Et Anne Rubinstein, qui est déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Ce forum se divise en 2 parties, des besoins d'aide et d'accès aux droits accrus et de nouveaux publics en situation de précarité. Le tout en 1 heure et demie. Et bien entendu, cher public, vous aurez la possibilité régulièrement, où je viendrai vers vous pour poser un certain nombre de questions à nos intervenants. Comme le veut la tradition, je vais demander donc à Luc Carounas et à Marilène Millet, qui coprésident donc cette commission à l'AMF, de venir dire un petit mot de présentation et d'accueil peut-être pour ce forum. Si vous pouvez me rejoindre ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on... Non pas où en est la situation, mais globalement, qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui d'un tel débat et donc face donc des communes confrontées à une aggravation de la pauvreté? Madame Millet. Merci, bonjour à toutes et tous. Déjà, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un débat? Je pense qu'on peut attendre des échanges et du partage aussi d'expériences. On a déjà eu un petit avant-goût en déjeunant avec les participants à la table ronde et on voit que voilà, il y a des solutions aussi qui peuvent être proposées. On sait que le constat, il est rude, hein, je pense qu'on le vit tous dans nos communes. Mais voilà, c'est aussi comment on essaye de trouver des solutions et d'aller au-delà d'un constat bien triste. Carounas. Merci, bonjour à tous et à toutes, chers collègues, merci d'être présents pour ce forum. Écoutez, moi, vous savez, ce film assez populaire, Un jour sans fin, et ben, maintenant c'est la 3e fois qu'on anime ce type de forum avec Marilène. Moi j'ai l'impression que c'est un congrès sans fin, où chaque année on se retrouve, et chaque année on parle de la même chose, mais avec des indicateurs encore plus graves d'une année sur l'autre. Et lorsque je vois, après le congrès de l'ADF, que 53 de départements en France se déclarent en quasi-faillite, ce qui veut dire qu'alors que c'est l'échelon même de la solidarité, que la maison mère des solidarités va mal. Et donc aujourd'hui, le bloc communal, nous représentons par rapport à nos administrés le premier et le dernier kilomètre. Et je suis président de l'Union nationale des CCAS, ça a été rappelé, dans nos centres communaux d'action sociale,
on voit, on a interrogé nos adhérents sur ce mandat qui s'achève, c'est 30% de demandes supplémentaires sur le mandat en nombre de bénéficiaires. Et dans ces 30%, si on rentre dans les chiffres, c'est 42% d'entre eux qui sont des salariés en CDI. Je ne reviendrai pas, ça sera sûrement évoqué, le baromètre du secours populaire avec l'IFOP, mais les chiffres sont catastrophiques. Et aujourd'hui, dans le tour de l'Hexagone et des territoires ultramarins que je fais, plus de 40 déplacements en 5 ans et demi, je ne connais pas un seul maire, qu'il soit de droite, de gauche ou de centre, qui n'abonde pas d'une année sur l'autre dans la dotation à son CCAS un budget supplémentaire. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui poussent la porte de nos établissements, à un moment où la pauvreté n'a jamais été aussi importante depuis 30 ans, ce sont des salariés en CDI, ce sont des jeunes retraités, ce sont des étudiants. Et donc, il nous faut répondre à cette demande qui devient de plus en plus grandissante. Et je conclurai cette introduction en disant, une fois que j'ai dit tout ça, vous comprenez pourquoi l'UNCAS, de manière totalement transpartisane et adossée aux acteurs des solidarités, les associations que je salue ici, mais aussi les grandes associations d'élus, on s'est battu politiquement parce qu'au moment où la pauvreté est la plus importante, on nous trouve l'idée la plus géniale au monde de rendre les CCAS facultatifs. Et donc, la domiciliation pour l'accès aux droits, vous l'imaginez à l'accueil d'une mairie, alors que l'originalité de ce que nous représentons, les CCAS, c'est une organisation paritaire avec l'ensemble des acteurs sur le terrain, dans la commune, avec l'ABS qui permet d'aller au plus près des attentes. Et donc, on s'est battu, on a gagné, on a fait reculer le gouvernement. Comme quoi, comme je le dis souvent, les associations d'élus, dans le cadre du Parlement du non-cumul, nous sommes des lobbyistes. Et parfois, quand tout le monde, de manière transpartisane, parce que ça relève du bon sens populaire et commun, on se rassemble, et ben on fait reculer quand des idées sont saugrenues comme celle que j'ai évoquée et qui devait se mettre en place. Comment a-t-elle pu émerger d'ailleurs, cette idée saugrenue? Dans un rapport tout aussi saugrenu, même si c'est le collègue de Charleville-Mézières, Boris Ravignon a eu la bonne idée, sans venir consulter ni Marilène ni moi, qui sommes juste les deux coprésidents de la commission affaires sociales à l'AMF, qui a unanimement déclaré que c'était une folie de faire ça, dans une de nos commissions permanentes, et sans même non plus venir voir la deuxième association de maires la plus ancienne après l'AMF, qui est l'UNCAS, juste les concernés. Et donc, dans un coin de table, on écrit des choses, ça fait plaisir, on se dit il faut trouver de l'argent quelque part, ben on va le faire sur les solidarités, et on lance comme ça les choses, tambour battant. Et ben non, en fait, on se bat et on essaye de faire en sorte d'accompagner ceux qui en ont besoin dans les accidents de la vie, parce que ça peut arriver malheureusement. Merci Madame Millet. Compléter. Juste pour compléter, et je pense que ça rejoint tout à fait aussi le thème du congrès, la liberté, c'est aussi la particularité des CCAS, aussi d'être animés à la fois par des élus, mais aussi par des associations qui représentent les territoires. Donc vouloir les supprimer, en fait, c'est finalement casser le thermomètre, mais c'est pas supprimer la fièvre. Et si je peux juste compléter sur les budgets, donc on a parlé effectivement que les budgets des CCAS sont en hausse, mais il ne faut pas oublier, c'est parce qu'aussi on participe au fonctionnement des résidences autonomie, des EHPAD, et on sait aussi la situation catastrophique financière de ces établissements. Et finalement, en fait, on supplée à quelque chose qui n'est pas orchestré en plus haut. Orchestré et financé comme ça devrait l'être. Merci beaucoup. Donc, on se retrouvera un peu plus tard. Nicolas Dubout, je vais demander de me rejoindre donc, à ce pupitre. Une petite présentation peut-être déjà, pour commencer, du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et de ses missions. À quoi ça sert? Bonjour à toutes et à tous. Oui, merci pour votre mot. Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, c'est un haut conseil qui est placé auprès du Premier ministre, qui fait des recommandations d'action publique pour que la situation des personnes en situation de pauvreté et d'exclusion soit la mieux prise en compte possible dans l'ensemble des choix publics de manière transversale. Et donc elle accompagne par des recommandations, par des avis, elle formule des critiques, et éventuellement cette instance, elle peut être saisie par les pouvoirs publics ou elle peut s'auto-saisir, et donc elle mène des travaux sur les politiques sociales classiques, mais aussi sur des enjeux d'avenir, comme la transition écologique. Et un dernier mot, si vous permettez, c'est une instance consultative, donc représentative.
les associations, les élus, les organisations paritaires sont représentés, mais surtout la moitié de ces membres sont, depuis le choc de participation voulu par le président de la République en 2019, eh bien, pour moitié du CNLE. Donc les avis, les recommandations, les rapports que nous rédigeons sont réalisés de manière participative avec la contribution des personnes en situation de pauvreté. Merci. Luc Carmounas a abordé déjà un certain nombre de chiffres qui marquent effectivement très symboliquement l'augmentation de cette pauvreté. Est-ce que vous en avez d'autres ? Peut-être juste, Luc a dit énormément de choses sur la typologie, je vais juste en dire un mot, mais on peut peut-être se donner des repères. Dans le temps, la pauvreté monétaire relative, qui est l'indicateur de référence que l'INSEE publie tous les ans pour mesurer l'évolution du phénomène, était à 13% en 2005. On était à 13,9% en 2015, 10 ans après. Et en 2023, l'INSEE a publié au printemps des chiffres qui montrent qu'on est à 15,4%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça a l'air d'être des variations statistiques limitées, 1%, mais en réalité, c'est des indicateurs qui sont très stables dans le temps et qui donc montrent une poussée de la pauvreté au cours des 10-15 dernières années qui est extrêmement frappante. Elle est frappante dans les chiffres, mais je voudrais insister sur le fait qu'elle est frappante par l'évolution des publics. Parce que la pauvreté, il y a un demi-siècle, pour prendre ce repère, c'était essentiellement des personnes âgées qui ne bénéficiaient pas de la retraite publique qui est montée en puissance entre-temps. Et aujourd'hui, la pauvreté, c'est essentiellement, et je dirais ça c'est un sujet majeur, des personnes d'âge actif, des jeunes, des familles monoparentales, notamment. Ça, c'est vraiment une population à très fort risque de pauvreté. Les familles nombreuses aussi, les personnes qui sont sans emploi. Et je dirais que la nouveauté, là, ce qui s'est passé depuis le repère de 2015, ce n'est pas simplement une augmentation quantitative qui a été très, très marquante dans la dernière année de mesure, en 2023, et qui a suscité beaucoup de réactions de manière très légitime, mais c'est surtout le fait qu'on a un décrochage, une décorrélation entre le chômage qu'on arrive à faire baisser et puis la pauvreté qui a augmenté parce que les salariés, les actifs, les indépendants aussi, les petits indépendants, eh bien, n'ont pas de ressources suffisantes. Et un dernier point qui me semble très important, c'est qu'il faut avoir à l'esprit le fait que ça, c'est simplement la pauvreté monétaire qui est calculée à partir des revenus des gens. Et qu'évidemment, en parallèle, il faut mettre toutes les dépenses que les ménages doivent acquitter, notamment des dépenses de logement qui n'ont cessé d'augmenter en proportion des budgets des ménages au cours des dernières décennies. Oui, le chiffre est assez hallucinant de l'augmentation effectivement du budget logement, entre autres. Caractère multidimensionnel de la pauvreté qui implique donc un traitement multidimensionnel sur le terrain. Est-ce que la réaction du tissu associatif des pouvoirs publics ou autres est à la hauteur de cette transformation assez rapide et radicale ? Juste un point sur qu'est-ce qu'on veut dire par multidimensionnalité, c'est que là, pour se donner des repères d'évolution, j'ai parlé de la pauvreté monétaire rapportée à l'évolution du niveau de vie du Français moyen. C'est le point de repère statistique dominant, mais c'est évidemment pas le seul. On s'intéresse à la difficulté à payer ses factures, au coût du logement, à la difficulté à faire face à une dépense imprévue. On mesure la possibilité de manger un repas avec un apport de protéines plusieurs fois par semaine. Et on constate que la pauvreté, c'est un ensemble de privations matérielles et sociales qui touchent le quotidien de la vie des Françaises et des Français, qui touchent l'accès à la santé, qui touchent l'accès à l'alimentation, qui touchent évidemment l'accès au logement, mais qui touchent toutes les dimensions de la vie et sur lequel il faut une mobilisation vraiment très transversale, d'où l'importance de l'interministérialité sur ces questions. Bien sûr, je me tourne vers la déléguée interministérielle qui a en charge de faire porter ce sujet dans tous les ministères où il faut le faire. Et puis évidemment, ça a été dit, les départements qui sont chefs de file de l'action sociale, qui ont la responsabilité des prestations, les mairies à travers les CCAS, bref, et évidemment le tissu associatif.
le point fondamental, c'est que derrière cette multidimensionnalité, ça veut dire que toutes et tous ont un rôle à jouer dans la lutte contre ce phénomène, qu'il y a beaucoup d'énergie, mais qu'il y a aussi des fondamentaux, des structures qui vont pas dans la bonne direction. Avant-dernière question, typologie territoriale, là aussi, est-ce qu'il y a une... On peut la rapprocher ou pas? Est-ce qu'il y a des secteurs territoriaux, le rural, plus que l'urbain, qui s'appauvrit plus rapidement? Alors, question très hautement débattue, parce que qui est le plus fragilisé des territoires ruraux, éloignés des centres métropolitains, des banlieues qui sont proches des centres-villes, mais très défavorisés? Vous savez que c'est des questions aujourd'hui très, très tendues et très débattues. Alors, le CNLE, je vais me permettre de faire une seconde de publicité, parce que c'est gratuit et c'est les pouvoirs publics, vient de publier le premier atlas de la pauvreté pour cartographier la diffusion, les formes de la pauvreté sur tous les territoires. Donc, où que vous soyez, en France métropolitaine ou dans les Outre-mer, vous pourrez trouver une analyse fine de ce qui se passe au niveau de votre département. Mais on voit, il y a deux choses qu'on peut dire. C'est que la pauvreté, elle est très marquée dans un certain nombre de régions. Je dirais les Outre-mer, les Hauts-de-France, le Sud sont vraiment PACA, les zones qui concentrent la pauvreté de la manière la plus intense. Ça ne veut pas dire que c'est facile d'être en situation de pauvreté dans des territoires aisés, parce que les effets d'exclusion sociale sont parfois plus intensément vécus dans des zones où la pauvreté est très, très stigmatisante, très marquée. Donc, ce n'est pas une question simple à laquelle répondre. Par ailleurs, alors sur les privations, on mesure, comme sur la pauvreté monétaire, que c'est quand même essentiellement dans les zones urbaines que les niveaux de pauvreté les plus intenses se manifestent, mais que les évolutions les plus préoccupantes en termes de dynamique, pas de niveau absolu, on va les trouver plutôt dans les zones rurales où l'accès notamment à la mobilité va être le problème dominant. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais Nicolas Duvoux, vous êtes sociologue. Donc, bon, j'ai oublié, c'est important. D'autant plus que je vais poser une question qui s'adresse un peu plus aux sociologues sur la représentation de la pauvreté. Vous avez parlé de stigmatisation tout à l'heure. N'est-il point curieux quand même que ce phénomène de la pauvreté se généralise de plus en plus et que, à côté, donc 87% je crois des Français ont peur de devenir pauvres ou sont conscients de cette aggravation, et qu'à côté, globalement, je veux dire, il y ait plutôt un rejet ou une stigmatisation du pauvre feignant. C'est vraiment, je mets ça derrière ce petit mot pour faire comprendre mon idée. Comment on peut expliquer un tel décalage entre la pauvreté comme un phénomène social et la perception que les Français en ont? Deux éléments qui sont certainement pas satisfaisants, des hypothèses que je propose à la réflexion collective de notre Assemblée. La peur de devenir pauvre conduit à s'éloigner de celles et ceux qui la vivent, comme si c'était une maladie contagieuse. Et ça, les personnes en situation de pauvreté nous le disent toute la journée. On s'éloigne de moi, on me fuit, même ma famille. Pourquoi? Comme si le fait de manquer de ressources était quelque chose qui allait se transmettre aux autres, comme un virus. Donc ça je crois que c'est le premier élément d'explication. Dans nos sociétés modernes, développées, industrialisées, aussi très anonymes parfois, eh bien, la pauvreté, c'est une voie d'entrée vers une forme d'isolement relationnel, d'isolement social. Pierre Bourdieu, puisque vous citez un sociologue, disait l'exclusion sociale, c'est le vrai enfer sur Terre. Pourquoi? Parce que vous n'existez plus pour les gens et que cette détresse relationnelle, elle est souvent tout aussi gravement blessante que la pauvreté matérielle. Alors donc, il y a la peur. Il y a la peur de quelque chose qu'on ne maîtrise pas dans le destin individuel et collectif. Et puis, il y a quand même des enjeux un petit peu plus politiques. Après tout, on est dans un congrès d'élus. Et je crois qu'il y a aussi un problème qui est lié à l'image qui est faite d'un certain nombre d'instruments de lutte contre la pauvreté, en disant voilà des instruments qui entretiennent la paresse, qui ne sont pas suffisamment incitatifs pour les personnes. Et je crois que les deux vont de pair, c'est-à-dire que la peur qui s'est diffusée dans la société, eh bien, elle se cristallise sur un certain nombre d'instruments de lutte contre la pauvreté. Et donc, on peut tout à fait avoir peur pour soi-même, avoir éventuellement de l'empathie pour des gens en difficulté, et en même temps être très critique du logement social, des prestations sociales, sans voir
toujours que ce sont les meilleures garanties avec l'énergie collective du monde associatif et des pouvoirs publics à différents niveaux contre la pauvreté. Merci Nicolas Duvou pour cette première intervention. Vous êtes bien sûr le bienvenu de nouveau sur cette scène pour répondre à un certain nombre de questions un peu plus tard. Marilène Millet peut-être et Luc Carvona sur cette première intervention. Est-ce qu'il est difficile pour les maires que vous êtes de vous adapter à cette multidimensionnalité de la pauvreté ? Est-ce que vous la repérez? Est-ce qu'elle est de fait visible? De fait, je crois que ça a été très bien dit. Les nouveaux publics, on les accueille. Est-ce que c'est difficile de s'adapter? C'est un peu compliqué de répondre à une question comme ça, sachant que je crois que l'agilité et l'adaptation, c'est aussi ce qui caractérise les maires. Donc, est-ce que c'est parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire ou voilà. Je pense qu'on est plutôt dans l'action. Moi, j'aimerais plutôt entendre des personnes peut-être... Dans le public, après, on le verra. Je me permets, je fais l'animatrice. Non, mais vous êtes l'animatrice de fait, puisqu'en tant que coprésidente de ce... Je veux dire, c'est pour ça, régulièrement, c'est en tout cas l'AMF qui me conseille de le faire, je me tourne vers vous pour vous demander de... Voilà. Mais si vous voulez rester à votre place, il n'y a pas de problème. Je voudrais revenir aussi par rapport à ce qu'a dit M. Duvou. Je pense qu'il y a aussi la régionalisation et il y a des territoires qui sont très bien placés aussi pour parler de ça, notamment les territoires d'outre-mer. Et ils vont être interrogés rapidement. Anne Rubinstein, je vais vous... Ah, Lucas, non, si vous... Moi, je ne savais pas. Je pensais que vous étiez à l'unisson de votre coprésidente. Non. C'est Sto Deschardennes. On fait ça à deux voix. Non, mais très rapidement, à partir de l'analyse des besoins sociaux, on a déjà une cartographie de ceux que l'on doit accompagner. Et puis, je le dis souvent, il y a un avant et un après Covid. On a de nouvelles bonnes pratiques de travail avec l'ensemble du tissu associatif qui nous permet justement de pouvoir répondre aux urgences et accompagner là aussi ceux qui en ont le plus besoin. Après, de toute façon, on a une obligation de résultat, nous les maires. Et donc, de toute façon, on se sert de nouvelles, entre guillemets, nouveaux outils. La nuit de la solidarité est un moyen aussi sur nos territoires de pouvoir faire du repérage. Et donc, là aussi, et ça transcende les partis politiques. Encore une fois, le sujet qui nous anime aujourd'hui, ce n'est pas un sujet de politique aérie, c'est un sujet d'une obligation de devoir répondre, encore une fois, à des êtres humains qui ont des problématiques, qui se sentent placardisés parce qu'ils sont, on les dit, pauvres. Et aujourd'hui, et c'est là qu'on est entré dans un autre paradigme, on a ceux qu'on appelle les travailleurs pauvres, et donc ils n'arrivent plus à vivre de leurs revenus. Et dans une enquête récente qui a été faite notamment par l'IFOP pour le Secours populaire, c'est plus de 72-73% de ceux qui ont été interrogés qui disent « j'entre dans la précarité malgré le fait que j'ai des revenus ». Donc ça doit nous interroger. Merci beaucoup Anne Rubinstein. Si vous pouvez rejoindre donc cette scène déléguée interministérielle, je vous laisse le micro. À la prévention et à la lutte contre la pauvreté, là aussi peut-être une petite explication de texte sur le rôle qui est le vôtre. Bonjour. Et puis, merci d'organiser ce débat et de m'inviter parce qu'un des enjeux de la lutte contre la pauvreté, c'est quand même de placer ce sujet dans le débat public. Et vous avez commencé à aborder effectivement pourquoi on a tant de mal à finalement à la fois caractériser la pauvreté et trouver les réponses adaptées. Et personne n'est satisfait des chiffres que vous avez donnés. Aujourd'hui, je vais même... peut-être être encore plus précise que ce que vous avez été jusqu'à présent. Aujourd'hui, il s'agit quand même de parler de la situation de 15 millions de personnes. 15 millions de personnes dans un pays de 67 millions. C'est suffisamment important pour qu'on s'interroge sur les méthodes que nous mettons en place, les actions, les organisations que nous avons, les uns et les autres, pour régler... en tout cas, faire diminuer cette question. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une délégation, que la délégation interministérielle à la prévention et la lutte contre la pauvreté? J'ai coutume de dire, en blaguant un peu, que c'est un objet administratif non identifié, parce que son rôle, c'est à la fois de rendre cohérente l'ensemble des politiques qui sont menées par chaque
chacun des ministères et chacun des silos administratifs qui vont avec les ministères, puisque, comme vous le savez, on fait quelque part de la prévention à la pauvreté dans l'éducation nationale, mais aussi dans les politiques de santé, aussi au ministère de la Culture. Bref, chacun a sa politique. Rarement, en tout cas avant l'intervention de la délégation que j'ai l'honneur de conduire, mais rarement coordonnées les unes entre elles, et puis ne débouchant pas forcément sur une action lisible pour nos concitoyens. Donc j'ai cette première partie. Ensuite, et vous en êtes la preuve, évidemment, il n'y a pas que l'État qui s'intéresse à la question de la pauvreté, il y a les collectivités, les départements, conseils départementaux qui sont les chefs de file, bien sûr, mais aussi les régions ont des actions en matière de prévention et de lutte contre la pauvreté. Bien évidemment, les maires, les présidents d'intercommunalités. Et puis ensuite, vous avez le monde associatif qui contribue à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Vous avez aussi un acteur qu'on oublie souvent quand on parle d'action sociale. Le monde économique a un rôle à jouer dans la prévention et la lutte contre la pauvreté. Et moi, mon rôle, c'est d'essayer d'être à la fois l'assemblier pour créer les conditions que ces acteurs puissent ensemble finalement mener des actions efficaces. Parce que ce qu'il y a de caractéristique dans la pauvreté, et tout à l'heure vous parliez de son aspect multidimensionnel, c'est que personne n'a la solution à lui tout seul. Et donc, quelque part, on est condamné, je ne sais pas si c'est le bon mot, parce que c'est souvent un plaisir, mais en tout cas, on est obligé de travailler ensemble et de mutualiser ses ressources, ses savoir-faire, et en prenant en compte la place qui est la nôtre dans le sujet. Est-ce que vous parlez souvent de la notion de dernier kilomètre, qui revient d'ailleurs dans la bouche de pas mal d'intervenants? Est-ce que la méthode pour endiguer la pauvreté, certes il y a beaucoup moins de moyens financiers, ou en tout cas je veux dire ils se tarissent, etc., mais globalement il y a quand même des moyens qui sont mis en œuvre, est-ce que la méthode est à questionner et à remettre en cause? Alors moi, je parle pas du dernier kilomètre, cher Luc. Moi, je parle du dernier mètre parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'une politique de lutte contre la pauvreté? C'est une politique qui va permettre à chaque individu d'atteindre l'autonomie et l'émancipation. C'est quand même ça la définition. Et donc, ce qui ne va pas, c'est effectivement, en tout cas, de partir du besoin de chacune de ces personnes. Et après, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça la question. Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi effectivement les chiffres sont plus mauvais ces derniers temps? Pourquoi il n'y a pas de corrélation entre la baisse du chômage et le taux de pauvreté, entre même la croissance économique et le taux de pauvreté? Alors il y a évidemment plein de facteurs. Est-ce que c'est le médicament qu'on administre d'une certaine manière qui n'est pas adapté à la pathologie? Je mets guillemets, bien sûr. On n'administre pas un médicament, mais plein de médicaments, parce que d'abord, chacun donne sa posologie. En revanche, moi, il me semble que on a des outils. Je n'ai pas eu le temps d'en parler tout à l'heure, mais la délégation, elle n'est pas hors sol aussi. On a un pacte des solidarités, on va en parler après. Pourquoi on n'y arrive pas? Moi, je pense que, évidemment, il faut des moyens, évidemment, c'est une évidence. On a un système socio-fiscal de protection sociale qui est quand même le plus enviable au monde, il faut quand même le dire, qu'il faut chérir, qu'il faut conserver dans sa philosophie Mais néanmoins, on laisse au bord de la route, on va dire, le nombre tout à l'heure que je donnais de 15 millions de personnes. Dans les 15 millions, il y a évidemment des degrés de pauvreté très différents entre la personne sans abri et puis la personne en privation en fin de mois. Il y a toute cette panoplie. Moi, je crois qu'une partie des difficultés qu'on a, c'est lié aussi à nos organisations. Nous avons une organisation, parce que c'est notre culture, c'est notre histoire, extrêmement en silo, déjà en silo au sein de l'État, en silo et en répartition un peu frontale entre les collectivités, l'État, les associations, parfois même, il faut le dire, avec des concurrences entre associations, entre acteurs. Or, la pauvreté a ça de particulier, c'est qu'elle demande un traitement simultané
d'un ensemble de problèmes dont la réponse est aux mains de X acteurs. Donc déjà, la question de nos propres organisations et comment on peut aller au-delà des schémas classiques en ayant aussi de la place pour un peu l'imagination, la créativité, la réponse adaptée à telle typologie et à tel territoire. Alors, c'est la vocation, entre autres. Et puis, non, j'imagine que dans l'intitulé délégation interministérielle, il y a ce travail que vous menez pour essayer de rabouter comme ça un peu tout le monde, tous les ministères. Vous raboutez en permanence, peut-être très bien. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis, il y a les pactes locaux de solidarité que vous avez lancés en 2024, qui ont donc à peu près un an d'existence. Quels en sont les grands axes? Comment les maires peuvent-ils s'en saisir, notamment à travers les 18 commissaires de la délégation présents dans les régions qui peuvent répondre à leurs questions? Et sans doute, il y aura une question un peu subsidiaire là-dessus, c'est de savoir en quoi ce pacte de solidarité, ce nouveau dispositif, peut être plus pertinent encore que le précédent. Bonne question. Alors, d'abord, depuis 2023, c'est le pacte des solidarités. C'est un peu l'outil que l'État a mis à disposition, qui se compose d'abord de 25 grandes mesures nationales que vous connaissez parfaitement. Dans ces 25 mesures nationales, je lance tout de suite les questions, j'en suis sûre, et qui me seront faites après. Il y a la cantine à 1 euro, il y a les crèches à VIP, à vocation d'insertion professionnelle. Il y a un certain nombre d'outils dans les mesures nationales. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est la contractualisation avec les départements, les conseils départementaux, les métropoles et les collectivités territoriales quand on est en Outre-mer. Qui là engage conjointement l'État et la collectivité à parité de financement pour essayer de mettre en place des actions très ciblées. Et donc ça, c'est en plus du droit commun. Et puis, il y a ce nouvel outil qui est plus récent, qui est le pacte local. Alors un pacte local, en fait, ça a été conçu pour aller jusqu'à ce dernier mètre dont on parlait tout à l'heure. C'est de faire de la dentelle, à la différence d'une politique publique qui s'applique à tout le monde, partout, de la même façon. C'est de se dire, finalement, à l'échelle d'un territoire, on est capable, ensemble, de faire un diagnostic et de se mettre d'accord en se disant, nous, dans ce bassin de vie, notre priorité, parce que c'est vraiment ce qui est crucial chez nous, c'est, alors je vous donne un exemple, c'est la question des difficultés des jeunes en rupture, qui sont sans emploi ni formation. Et c'est là-dessus qu'on veut mettre le paquet. Et donc, on se met autour d'une table. Et quand je dis « on », c'est là où c'est les services de l'État, les nombreux services de l'État, mais aussi ses opérateurs, aussi le tissu associatif, bien évidemment, les maires, les présidents d'agglos, de communautés de communes, le monde économique. Et on se dit, bon voilà, on a ce problème-là. Ça doit concerner, peut-être chez moi, c'est un petit bourg, 30 personnes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en commun comme ressources, comme savoir-faire, pour pouvoir régler ce problème? Et on se met d'accord, et c'est très important, et je vais essayer d'y revenir, dès le départ, on se dit comment on va évaluer que ce qu'on a mis en place est efficace. D'accord. Ça, c'est pour moi quelque chose qui alimente les travaux que j'essaye de mener. Donc on va télécharger la liste des 18 délégués de commissaires pour les saisir, pour les maires concernés, parce qu'ils sont très pragmatiques eux-mêmes et vous l'êtes aussi. Effectivement, il y a 18... Et est-ce que les 18 peuvent s'auto-saisir eux-mêmes d'une situation? C'est d'ailleurs, c'est même pas qu'ils s'auto-saisissent, c'est qu'ils ont comme instruction d'essayer d'aller trouver les endroits où il y a déjà, et je sais pour en avoir discuté avec Madame la maire de Chanteloup-les-Vignes, qu'il y a des endroits où on n'a pas attendu ni l'État, ni d'avoir un truc qui s'appelle les pactes locaux. On s'est déjà dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour... et vous êtes organisés, vous allez nous le raconter après. Donc, les commissaires à la lutte contre la pauvreté, qui sont un peu mes bras armés partout en région, ils sont là soit pour créer des conditions que ces mutualisations, ces associations d'acteurs se fassent, soit ils viennent en appui de dynamiques territoriales qui sont déjà en cours, y compris en ayant un peu de financement, parce que j'ai quand même omis de vous dire tout à l'heure que l'ensemble de tout ce que je vous ai dit, les mesures nationales,
les contrats avec les collectivités et les pactes locaux, c'est 684 millions d'euros. 684 millions d'euros qui ont été préservés dans le brouhaha budgétaire qui occupe en ce moment le gouvernement, pour l'instant qui sont préservés dans leur dynamique et dans leur usage. Donc il y a aussi des moyens de faire levier pour créer ces dynamiques territoriales. Voilà, on a tous intérêt à agir et on a tous intérêt à agir ensemble. Dans le dernier mètre, on l'a bien entendu. Merci Anne Rubinstein. Et on vous interrogera un peu plus tard sans doute quand j'irai chercher des questions dans le public. Et on va appeler effectivement, vous avez raison, Catherine Arnoux, qui est maire de Chanteloup-les-Vignes et qui a découvert donc, au moment de la pause déjeuner qu'elle avait lancé un pacte de solidarité sans le savoir. C'est ça en fait. Ouais, je suis le bourgeois gentilhomme, je fais la pro voilà. sans le savoir. Écoutez, voilà. Mais plus grave, dans mon pacte de solidarité, j'avais oublié de contacter l'État. Ah, bon, ça veut tout dire de la façon dont on se débrouille dans nos territoires. Très bien, mais en tout cas... maintenant je suis repéré. Voilà. Donc, est-ce que cette notion de coordination, de dernier mètre, de dernier centimètre, ce qu'on veut ou autre, pour arriver à mieux cibler les causes de la pauvreté, c'est une préoccupation pour vous? Absolument, mais pas que les causes, comment travailler ensemble. Ouais. Pour vous donner le contexte, Chanteloup-les-Vignes, ville actuellement de 10 500 habitants, qui est passé de 82% de logement social à 45% de logement social. La pauvreté, en fait, c'est pas obligatoirement notre entrée principale, hein, mais c'est une des entrées. Moi, je dis plutôt de la précarité parce que la pauvreté fait financière, la précarité, ça touche plus de sujets. C'est un sujet qu'on porte depuis plus de 20 ans, 30 ans. Les différents acteurs font beaucoup de choses. Même en faisant un grand programme de renouvellement urbain, même le public et le peuplement, vous savez, dans nos quartiers populaires de l'Île-de-France, ceux qui trouvent une solution pour sortir, ils sortent un peu de la pauvreté, trouvent une solution ailleurs, ça s'appelle le parcours résidentiel. Ils sont remplacés par des publics qui actuellement qui sont, vous l'avez vu, plus précaires, vous le vivez tous, plus précaires, plus pauvres, ce qui fait que j'ai 38% de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc fatalement, la pauvreté, c'est un élément qu'on a à prendre en compte dans toutes nos politiques publiques. Et les politiques publiques ne sont pas portées que par la ville, elles ne sont pas portées que par le département. Elles sont portées par un certain nombre d'acteurs, un centre social associatif, et puis un certain nombre de grandes associations, à la fois les associations classiques, hein, les Restos du Cœur, le Secours catholique, le Secours populaire, et des associations locales. C'est toute l'histoire de ce territoire qui a 62 ethnies différentes et qui a fatalement une solidarité qui se crée vers les publics de la même communauté, puis vers les publics qui habitent encore à l'extérieur. Et donc, en fait, on s'est aperçu qu'on était tous extrêmement volontaires, qu'on avait le sentiment d'être extrêmement efficaces, et parce qu'on était très nombreux et qu'on avait le sentiment d'être efficaces, il y avait fatalement des trous dans la raquette. Donc quand on s'est aperçu de ça, et qu'on s'est aperçu aussi que ça n'était pas le CCAS avec ce côté institutionnel qui pouvait aller chercher tous les publics, on a travaillé, alors c'est mes équipes, hein, on a travaillé ensemble avec toutes les associations, avec le département et avec les bailleurs, qui chez nous sont très importants, parce qu'on n'a que 2 bailleurs sur 7000 logements, donc c'est relativement important, et avec donc tous ceux et donc toutes les associations et le centre social, à un dispositif qu'on a appelé un label, parce qu'on est fiers de tout, nous. Donc, on a le label Chanteloup-Veille, qui va peut-être pas aller plus loin que Chanteloup. Enfin, c'est le label Chanteloup-Veille qui s'appelle Ville solidaire. L'idée, c'est quoi? C'est de signer ensemble une convention impact pour dire il n'y a plus d'actions qui se fassent séparément les unes des autres. Nous avons tous des publics différents. Nous avons tous des façons d'accéder à ces publics différentes. Cumulons nos savoir-faire pour faire ensemble les actions. Exemple, je vous donne alors, avec des thèmes, 3 thèmes principaux, parce qu'on ne peut pas s'occuper de tout. Le premier, bien évidemment, c'est l'aide alimentaire, parce que ça reste l'incontournable de ces publics et de ces familles. Alors, toutes ces familles, chez nous, c'est toutes les familles qu'on va décrire tout à l'heure. Hein. C'est les familles monoparentales qui existent sur nos territoires depuis 20 ans. Non, plus exactement, ce sont les mamans avec des enfants. Voilà. C'est plus clair. Et c'est des mamans qui travaillent très, très loin dans notre territoire, qui partent très tôt le matin, qui reviennent très tard le soir, sur lequel l'accompagnement de l'enfant est obligatoire. Et puis c'est l'aide alimentaire. Deuxièmement, c'est le logement, pas seulement l'acquisition du logement, mais comment vivre dans son logement pour faire le plus d'économies possible, pour vivre aussi bien en faisant plein d'économies. Et ça, c'est toute l'approche environnementale qu'en fait beaucoup d'associations caritatives ne portaient pas obligatoirement,
mais pour lesquels ces publics ont besoin qu'on travaille tous ensemble. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle l'action solidaire et accès aux droits. C'est comment effectivement remettre toutes les populations dans l'accès aux droits, chacun. Donc vous avez compris que c'était des entrées différentes, parce que les associations ont fatalement des publics, j'aime pas ça, mais des gens qui les fréquentent préférentiellement. Oui, mais... Et puis les publics changent dans nos villes, en territoire politique de la ville. 20% des habitants ont changé en 2 à 3 ans. Donc ça veut dire qu'il y a toujours des nouvelles populations qui arrivent, et celles qui arrivent sont toujours précaires. Et elles aussi, elles ont des accroches. Alors elles vont aller spontanément au centre social, spontanément au Resto du Cœur, parce qu'elles connaissaient à l'endroit où elles étaient avant. Enfin, et donc l'idée, c'est qu'on fait des actions tous ensemble pour que tous les publics soient touchés. Ça veut dire que l'idée, c'était de ne pas mettre un centime de plus, mais que chaque centime déployé le soit plus efficacement. C'est-à-dire que j'arrive avec une problématique d'aide alimentaire, par exemple, parce que j'ai des soucis pour me nourrir, et je ressors avec une solution pour faire des économies d'eau. Par exemple. Quand je vais sur un lieu unique, physiquement, c'est ça? Non, alors c'est pas un lieu unique, parce que chacun garde ses prérogatives. D'accord, ok. Toutes les actions communes sont faites ensemble. D'accord. Et on attire à ce moment-là tous les publics. C'est-à-dire, c'est pas le Secours catholique qui fait un jour une journée, la précarité alimentaire ou autre, le CCAS qui fait un jour une journée. On a fait par exemple une grande journée d'accès aux droits. C'est très compliqué, c'est des publics qui vont pas spontanément vers l'accès aux droits. Vous pouvez mettre tous les correspondants de la Terre dans une grande salle, la porte ouverte, c'est pas pour ça que les publics viendront, mais parce que toutes les associations, les petites associations qui ont signé cette convention, qui se sont engagées à aller chercher les publics à chaque fois qu'il y avait des solutions trouvées, il y a beaucoup de monde qui sont venus chercher leurs droits. Donc ça veut dire qu'elles n'y avaient pas. Et on sait qu'il y a une vraie... Enfin, je parle sous le contrôle du Carvuna, sans doute, qui a les chiffres en tête en permanence. Mais sur le non-accès aux droits, c'est toujours aussi important, ou on en est où? 1 sur 3 pour le RSA? Ben voilà. Non, c'est important de le repréciser. Parce que... Et là, le Premier ministre a ouvert un débat sur une allocation spécifique unique. Je le disais déjà à l'époque de Jean-Christophe Combe, qui l'évoquait pour que l'accès aux droits soit universel. Mais il y avait quand même un petit sujet. C'est que si on fait en sorte que tout le monde puisse avoir accès à ces droits, il faut aussi élargir l'enveloppe budgétaire. Ce qui n'est pas forcément le cas. Donc si c'est pour élargir à tout le monde, mais que ceux qui aujourd'hui ont accès à leurs droits, on les leur diminue, il y a un petit sujet. D'accord. Vous craignez un rabotage un peu financier, voilà, de fait. D'accord, très bien. Merci. Pour moi, ça allait pour le moment. Bien sûr, moi, est-ce que vous vouliez ajouter autre chose en termes? Bon, mais très bien, merci. Vous êtes toujours la bienvenue ici, Madame Arnoux. Donc, on va poursuivre avec Samuel Tavernier, qui est maire de François en Martinique. Merci d'être là, Monsieur le maire. Avec cette problématique qu'on connaît tous et qui a donné lieu à une actualité sociale assez chaude chez vous, sur votre territoire, avec la vie chère. Donc, grosse colère sociale en Martinique et aussi en Guadeloupe. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que la température, justement, est retombée? Est-ce que les mesures annoncées et mises en œuvre expliquent, en quelque sorte, cette baisse de température? Alors, merci, et puis merci de m'inviter. Je suis le représentant outre-mer, là, aujourd'hui. Alors, le François, c'est 16 000 habitants en Martinique. C'est la plus belle ville de Martinique. C'est tout ça. Mais bon, ouais. Non, mais c'est vrai que ce sujet est particulièrement important et d'autant plus important pour les Outre-mer. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai entendu parler d'indicateurs. Nous, ce ne sont pas des indicateurs, particulièrement chez nous, mais c'est une réalité quotidienne, le problème de la pauvreté et de la précarité. Ce n'est pas le fait d'une fatalité individuelle non plus, c'est un résultat collectif d'un modèle économique qui est aujourd'hui dépassé, qui ne correspond plus aux attentes. Voilà pour situer le problème. Alors, chez nous en Martinique, nous avons, en plus de ce que j'ai entendu à l'instant, au niveau national, chez nous, nous sommes des handicapés structurels, on va le dire comme ça. Il existe des handicaps structurels au niveau des Outre-mer, et notamment la problématique de l'éloignement. Nous sommes des insulaires. Ça veut dire que l'importation, eh bien, c'est elle qui permet aux populations de s'alimenter en général. Si le bateau n'arrive pas après 21 jours, c'est grosse difficulté chez nous. Vous voyez? Donc nous sommes vraiment tributaires de l'importation. Deuxièmement, chez nous, deuxième problème structurel, c'est
les monopoles. Les monopoles qui existent et qui, là aussi, eh bien, impactent la problématique de vie chère. C'est très important. Vous pouvez expliquer la notion de monopole? Enfin, on comprend de quoi il s'agit, mais sur les groupes alimentaires, entre autres? Sur les groupes alimentaires, il y a des acteurs économiques qui sont très présents et qui monopolisent l'ensemble de l'économie dans les départements d'outre-mer. Et quand c'est comme ça, forcément, eh bien, les prix augmentent de manière très, très importante par rapport à la situation de monopole qu'ils ont et par rapport à l'étroitesse des marchés. Une hausse des prix artificielle, enfin, ou non justifiée, ce que vous voulez dire? Enfin, c'est pas justifié, puisque le plus souvent, on parle de marges exorbitantes qui sont appliquées, et notamment au niveau de l'alimentation. Donc, résultat, chez nous, c'est 40% de plus par rapport à la métropole. Ajouter à cela, à ces problèmes structurels, il y a des problèmes sociaux, le vieillissement de la population. Dans quelques années, la Martinique sera le département le plus vieux de France au niveau de la population. Nous avons également la situation des familles monoparentales. Et ça, c'est extrêmement grave, puisque dans ces familles-là, eh bien, les difficultés sont plus prégnantes, vous voyez. Donc, qui viennent s'ajouter un peu à tout cela. Les salaires qui sont les plus bas, le pouvoir d'achat qui est limité. Donc, c'est un véritable cocktail, en fait. C'est un cocktail qui explose régulièrement. Qui explose régulièrement. Et c'est la colère, c'est le découragement permanent chez nous. Et ce qui a contribué effectivement aux dernières révoltes sociales dans notre pays. Alors, face à ça... Peut-être les outils, les ripostes que vous mettez en place, donc à l'échelle, bien entendu, de la mairie, comment vous organisez effectivement ce pacte de solidarité? Est-ce que vous-même, vous êtes dans un pacte de solidarité sans le savoir? Non, mais nous y sommes, mais nous sommes une partie tellement infime du système. C'est un véritable système. Et il faut lutter à tous les niveaux, quoi. Nos parlementaires ont fait un travail remarquable. Il y a une loi qui est dernièrement sortie au niveau de la vie chère, mais les frais d'approche lors des importations sont tellement importants que c'est difficile de casser le système. Donc nous, en tant que maire, c'est vrai qu'on intervient au dernier niveau et forcément c'est la première porte à laquelle on frappe et c'est également le dernier recours. Donc nous sommes tributaires et nous sommes obligés de réagir. Le budget de la ville du François, si je reviens à ma commune aujourd'hui, eh bien, a été multiplié par 2 pour l'aide sociale. Quand je suis arrivé en 2020 avec mon équipe, l'aide sociale était de 400 000 euros. Aujourd'hui, c'est 900 000, 1 million. Forcément, ça a augmenté. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place particulièrement pour lutter contre ça? Nous avons mis en place une épicerie sociale. Et d'ailleurs, je remercie le président de l'UNCAS qui est venu justement l'inaugurer en Martinique. Une épicerie sociale qui s'appelle Grain Diri. Alors, c'est en créole. Hein. Ah oui. Grain Diri, c'est grain de riz. Ça veut dire que, et chez nous, on dit souvent que eh bien, c'est plusieurs grains de riz qui font un sac de riz, vous voyez. Donc nous, on met notre petit grain de riz et on demande aux autres de les ajouter. Et c'est plus de 300 familles aujourd'hui qui viennent frapper régulièrement à la porte de l'épicerie sociale. Nous avons mis en place le portage de repas également, puisque j'ai parlé du vieillissement, de l'isolement des personnes âgées. Et donc, un service communal avec des agents formés, des véhicules, on a fait des investissements pour pouvoir répondre à ça. Le transport solidaire également. Nous avons mis en place effectivement un transport solidaire pour aller chercher ces personnes dans les campagnes, dans les lieux isolés, les rapprocher de leurs médecins, de la pharmacie. Parce qu'en fait, c'est en mettant en place ce type de service qui permet justement eh bien, à nos habitants les plus précaires de faire des économies et qui leur permettent de mieux s'alimenter. Donc il faut agir véritablement sur tous les domaines pour y arriver.
Est-ce qu'il existe, parce que moi je suis chaque fois très surpris par la capacité de résilience, bien entendu, je déteste ce mot, mais enfin des maires, mais est-ce qu'il y a un endroit, un taquet quelque part, où vous ne pourrez pas aller au-delà? Parce que la réponse, là, vous apportez une réponse à une situation d'urgence, vous l'avez décrite, et il y a de l'innovation, il y a des solutions. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il n'y aura plus de solutions? À un moment donné, nous sommes limités. Nous sommes limités. Est-ce que ça existe là aujourd'hui? Au niveau communal. Ouais. Au niveau communal, nous sommes limités. On a un budget contraint. L'État se désengage, les dotations diminuent. Donc vous voyez que ce sont les impôts des habitants. Donc vous n'arrivez pas à avoir une perception, enfin, ou une action qui réponde à tous les besoins de Voilà, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Et vous parliez tout à l'heure de l'accès aux droits. Vous en parliez. Eh bien, chez nous, en Martinique, il faut que vous gardiez ce chiffre en tête. Chaque année, c'est 48 millions d'euros qui ne sont pas distribués, voilà, à des bénéficiaires de droits sociaux parce qu'ils ne peuvent pas les réclamer. Ils ne peuvent pas les réclamer parce qu'il y a aussi chez nous la fracture numérique. La fracture numérique qui fait que, eh bien, chez mais on nous, les connaît, non? Ils ne sont pas identifiés. Je sais pas, ils sont identifiés, mais ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas Internet. On leur demande de tout faire au niveau numérique. Et il y a un véritable handicap à ce niveau. Donc vous voyez, donc c'est 48 millions chaque année qui ne sont pas distribués aux bénéficiaires de droits. C'est pourquoi chez nous, au François, nous avons créé effectivement dans notre commune un espace de solidarité qui permet justement à ces personnes éloignées de leurs droits de venir sur place physiquement et de rencontrer les référents de la sécurité sociale, de la CAF, voilà. Et comme ça, effectivement, leurs droits peuvent être rétablis parce qu'ils ont un contact physique, parce que la fracture numérique est aussi effectivement un handicap très important chez nous. Merci Monsieur Tavernier. Et donc de cette exposition et de tous les motifs que vous nous avez montrés et expliqués, on va poursuivre, on va revenir donc en Hexagone avec le maire de Lille à une toute autre échelle, donc Arnaud Deslandes. Monsieur le maire, vous êtes le bienvenu. Voilà, on n'a pas eu le temps de vous expliquer. Voilà, c'est une scénographie, on improvise. Donc, mais j'ai eu l'occasion bien sûr de me pencher un petit peu sur la réalité et notamment le projet que vous avez porté à Lille, un projet de création de la Maison des Solidarités qui a été lancé il y a un an à peu près, c'est ça? Elle a ouvert ses portes en novembre. Début novembre 2024. D'accord, novembre, et malheureusement ça marche. Alors malheureusement, ça marche. Voilà. Donc, on sait qu'on a répondu à un besoin, mais on a 15 000 usagers uniques qui ont franchi la porte de la Maison des Solidarités, qu'on a conçu comme ce qu'on appelle un peu rapidement un tiers-lieu social. C'est-à-dire que ce qu'on voulait d'abord, c'est se dire que l'accès au droit, c'est d'abord l'accès aux services publics. Et repenser nos propres services publics municipaux, commençons par nous-mêmes, d'abord, en mettant quelques principes. D'abord, celui évidemment de l'accessibilité, c'est-à-dire qu'il fallait pouvoir arriver dans nos services publics sans rendez-vous. Il y a quelque chose qui est dramatique aujourd'hui dans l'accès au droit, c'est le fait que vous devez toujours prendre un rendez-vous préalable. Donc vous devez déjà savoir maîtriser les préalables de l'administration et des codes de l'administration par le téléphone, par Internet ou quoi que ce soit d'autre pour avoir un rendez-vous préalable. Donc on avait dit l'accessibilité était, le fait qu'on puisse venir sans rendez-vous était essentiel. L'inconditionnalité pour tous les publics. Tout le monde pouvait venir et doit pouvoir venir dans la Maison des Solidarités à Lille. Et l'universalité des droits que la ville pour le coup, est en état de faire prospérer. En ajoutant, donc, on a mis nos services du CCAS, notamment dans cette Maison des Solidarités, et on a voulu élargir pour avoir le diagnostic à 360, c'est-à-dire ne pas avoir que nous, mais avoir des associations qui interviennent dans les domaines type d'aide au logement, de maraude, d'aide notamment sur les écrivains publics, pour pouvoir remplir les papiers, faire aussi de la lutte contre la fracture numérique. On a mis des services publics de l'État. Enfin, on se bat, hein. On ne va pas se raconter d'histoire, mais on a quand même la CARSAT qui est dedans et maintenant est avec nous. On est bien avancé aujourd'hui avec la CPAM. Quand je dis l'État, c'est aussi la sécurité sociale. On est avec la CAF et ceux qu'on n'a surtout pas autour de nous, c'est le département. Bon. C'est le grand absent. En tant que chef de file du social, c'est gênant. Mais c'est pas grave. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Pour des raisons politiques? Non, je pense que parce que chacun aussi un peu dans son couloir, donc c'est pas forcément politique en espèce, mais chacun un peu dans son couloir. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que Lille, on me dit, il faut jamais le dire parce que c'est pas bien de le dire, mais Lille, c'est 27% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui représente en nombre d'habitants plus de 65 000, dont aussi beaucoup d'enfants. Donc on sait que notre réponse sociale doit être massifiée,
doit être repensée, et elle doit surtout interconnecter l'ensemble des acteurs qui sont présents sur cette question-là. Si on ne le fait pas, on va avoir un danger, je pense, qui nous concerne tous, qui est la question tout simplement du lien social. Donc, je suis dans une ville qui a 2 sujets majeurs à confronter. Le narcotrafic, tout le monde en parle, ça fait la une de tous les journaux. Et pas pour Lille, pour le coup, peut-être plus pour Marseille, mais on est une porte d'entrée et une plaque tournante, on le sait. Mais on a ce problème-là. Et ça, pour le coup, tout le monde en parle. On a la question de la pauvreté qui est très présente à Lille, et ça, personne n'en parle. Dans ce pays, on ne parle jamais de la question de pauvreté. Donc je suis content qu'il y ait un débat ce soir, cet après-midi, pour en parler. Mais la question est quand même très accessoire, manifestement, dans le débat public qui se crée. Moi, j'attends toujours... Je suis, comme vous le savez, le successeur de Martine Aubry. Je me permets un petit hommage à Martine. Bien sûr, bien sûr. Mais quand même, elle est la dernière personne qui a porté une vraie loi sociale, qui a porté une loi des exclusions en 1998. À quand la prochaine loi de lutte contre les exclusions qui renouvelle le logiciel, mais qui fait progresser les droits de ceux qui sont les plus précaires et les plus pauvres? Ouais. C'est pas bankable de parler de pauvreté quand on est maire de Lille? À l'évidence, pas trop. Ouais. Moi, je l'en parle très librement, et je pense que ça va même être le fondement de ce qui doit permettre l'équilibre d'une société. On est une ville très différente. Il y a des personnes qui sont pauvres, je l'ai dit, des personnes qui sont riches à Lille. Mais si on veut que tout le monde vive ensemble, on ne peut pas accepter que les injustices se creusent de plus en plus et qu'on laisse partir ou tomber une partie de notre population, notamment dans la pauvreté, l'exclusion et la misère. Il y a quand même une vérité qu'on voit dans nos grandes villes, je pense que je ne suis pas le seul à pouvoir le dire ici, c'est sans doute la partie émergée de la pauvreté, mais c'est le sans-abrisme qui gagne du terrain de manière profonde. Quand j'ai été élu la première fois au début de ce mandat-là, en 2020, aux Solidarités, il n'y avait pas d'enfants pas de mineurs à la rue. Il y avait des MNA, mais il n'y avait pas de très jeunes enfants. L'année dernière, on a mis à l'abri un enfant de 9 mois. Ça, c'est des réalités qui sont apparues dans ces quelques années tout récemment. Et il faut remercier d'ailleurs l'Éducation nationale qui nous fait souvent les signalements, parce qu'il y a une honte pour les familles de dire qu'elles sont à la rue, et c'est l'Éducation nationale qui repère les enfants qui ne rentrent pas dans une maison le soir et qui nous disent « là, vous avez une famille à prendre en charge ». Donc on a quand même des signaux de pauvreté intense, fragilité, d'alarme, qui se sont beaucoup multipliés ces dernières années et en un temps très court. D'accord, il faudra accrocher le conseil départemental qu'à un moment ou un autre pour... c'est le prochain, si on ne désespère pas. Est-ce qu'il y a cette maison de solidarité, elle a un lieu unique? Alors, elle va se multiplier, elle va... Pour l'instant, elle a un lieu physique unique de rassemblement. Et c'est pour ça que c'est étonnant que ça ait marché à ce point. Donc il y a un lieu unique qui se trouve à la confluence des 4 quartiers plus en difficulté de la ville, qui sont l'île Sud, le Faubourg de Béthune, Moulins et Oisem. Mais on a dans chaque mairie de quartier des antennes de la Maison des Solidarités pour qu'aucun quartier ne soit oublié naturellement. D'accord. Et on ne désespère pas, bien entendu, de faire rentrer aussi l'État à l'intérieur. Alors, pour le coup, on y arrive un peu plus avec l'État qu'avec d'autres. En tout cas, les discussions se font et arrivent à avancer parce qu'on a eu cette opportunité, pour le coup, de bâtimentaire, d'avoir non seulement la Maison des Solidarités, mais juste à côté, dans le même bâtiment, on a la Maison France Service. Oui. Ce qui nous a permis d'avoir... là aussi une cohésion. Une bonne porte d'entrée. Puis vous avez le commissaire aussi de la délégation interministérielle qui peut aussi vous aider à construire ce joli projet. Merci, monsieur le maire de Lille. Et on vous retrouve un peu plus tard. On vous posera certainement un certain nombre de questions. Alors voilà, on va poursuivre avec vous, Delphine Rouillot, qui est présidente du collectif Alerte. Juste un petit rappel, 27 associations, c'est ça à peu près? 37, pardon. Donc, un petit rappel sur les raisons de la création justement de ce collectif et à quel moment? Alors, bonjour à tous. Donc, je préside le collectif Alerte. Donc, effectivement, 37 associations qui sont des grandes associations nationales engagées dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. C'est un collectif qui a 30 ans, qui est né en 1994, même un peu plus de 30 ans. Et qui est né en fait au moment où, en gros, la pauvreté a été fait grande cause nationale. Et il y a eu une volonté pour toute une série d'associations de se rassembler et d'expliquer que sur ces grands sujets de précarité, il y avait besoin qu'il y ait un plaidoyer commun, unique, qui soit porté et qu'on puisse identifier un interlocuteur pour les pouvoirs publics pour pouvoir essayer de faire porter un peu la voix des associations et donc de fait des publics que l'on représente en réalité plus fortement. Donc voilà, donc ça fait 30 ans qu'on fait ça, du plaidoyer. Comment évolue le lien avec les maires si présents? Comment évolue le lien avec les maires? Oui, absolument. Est-ce que c'est un lien qui se consolide avec le temps, qui s'enrichit? Il y a des instances de réflexion pour le mieux le structurer? Comment ça se passe? En fait, je suis obligée de faire un détour par comment vont les Français. Parce qu'en réalité, le lien avec les maires, il évolue à mesure que la pauvreté augmente. Je ne reviens évidemment pas sur tout ce
tout ce que Nicolas Duvaux a dit, mais je pense qu'il faut mesurer à quel point on a de plus en plus besoin des collectivités à mesure qu'on a le sentiment d'accompagner des publics qui sont de plus en plus précarisés et nos structures associatives qui vont pas très bien, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en dire un mot, elles ont besoin de partenaires solides et elles ont besoin d'être un peu consolidées dans leurs actions. Et je suis frappée, là j'écoutais les interventions des 3 maires qui viennent d'intervenir juste avant moi, de voir à quel point en réalité les mairies jouent un espèce de rôle de catalyse d'un secteur associatif qui, effectivement, parfois se connaît très bien, parfois se connaît un peu moins, pardon. Et donc, on construit, je pense, un peu au cas par cas, un peu en fonction de l'histoire aussi, des interlocuteurs qu'on peut avoir, mais avec les mairies, des relations de partenariat qui, parfois, quand même, viennent pallier le recul de services publics qui sont assez frappants en parallèle. Et effectivement, vous avez raison, les associations vivent essentiellement entre autres, pour pas mal d'entre elles, je ne connais pas les ratios, mais de subventions de collectivités territoriales et donc du bloc communal. Comment vont-elles justement ces associations à lire toute une série d'alertes assez régulières que vous lancez? C'est pas la grande forme. Comment vous faites donc pour tenir et pour vous renouveler et rendre toujours ce service de proximité? Alors, il ne vous aura pas échappé que le monde associatif, il ne va pas très bien en ce moment. Je pense, début octobre, il y a eu une grande mobilisation, le 11 octobre, du mouvement associatif sous le slogan « Ça ne tient plus », qui essayait justement, c'est assez inédit, je vous le dis, parce que si vous l'avez vu, il faut vous rendre compte que ce n'était pas arrivé depuis des années et des années, que le mouvement associatif se mobilise partout en France comme ça, pour effectivement alerter sur sa situation financière. La Fédération des acteurs de la solidarité a publié une étude début octobre aussi, à peu près au même moment, qui montre qu'il y a une association sur 4 qui n'a pas plus de 2 mois de trésorerie. Alors j'espère que pour que chacun mesure bien ce que ça signifie. 2 mois de trésorerie, c'est juste l'incapacité potentielle de payer les salaires dans 2 mois des salariés des associations. Et une association sur 3 qui dit qu'elle est potentiellement en cessation de paiement ou en très grande difficulté ou à risque de disparaître dans quelques mois. Donc on est dans un espèce d'effet ciseau où on a d'un côté des populations qui sont effectivement de plus en plus pauvres, le taux de pauvreté qui augmente, et si je peux me permettre, un contexte politique qui ne nous rassure pas, puisqu'on est quand même aussi engagé en plein débat sur le projet de loi de finances avec une perspective de gel potentiel des prestations sociales, on verra si c'est maintenu ou pas, et en parallèle de ça, des financements associatifs qui diminuent. Je voudrais rappeler que dans le projet de loi de finances, il y a 200 millions d'euros de crédit en moins pour le secteur de l'insertion par l'activité économique. L'insertion par l'activité économique, c'est des associations qui vont accompagner des allocataires du RSA, par exemple, à essayer de retrouver du travail. Et donc, quand on retire 200 millions d'euros à ces associations, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui vont se retrouver en plus grande difficulté de retour à l'emploi. Donc, effet ciseau entre un mouvement associatif qui a de moins en moins de moyens et une population qui a de plus en plus de besoins. Et c'est là, effectivement, qu'on attend beaucoup des collectivités locales, tout en sachant qu'on ne peut pas leur demander de faire ce que l'État nous refuse de plus en plus. Merci pour ce témoignage et on viendra un peu plus tard vers vous pour d'autres précisions. On va aller prendre quelques questions dans la salle. Si le public souhaite intervenir, poser des questions, n'hésitez pas. C'est le moment et en attendant qu'un certain nombre de personnes... 30 secondes, hein, madame. J'ai bien vu que vous vouliez au droit. Est-ce que le maire de Draguignan est là? Il est là, le maire de Draguignan. Juste pour un petit témoignage qui viendra... Merci. Vous venez m'aider, vous êtes formidable. Alors, le maire de Draguignan est là, s'il vous plaît. Vous avez interpellé, c'est ça, votre président de l'AMF 83, donc pour l'alerter sur la problématique, je retrouve mes notes, des sans domicile stable. De quoi s'agit-il et quelle est une nouvelle forme de pauvreté ou pas? Pourquoi? C'est une évolution et je salue madame qui représente les associations, madame la déléguée interministérielle et puis mes collègues qui sont très investis. Nous, les fantassins de la République, j'aime à le souligner. Et monsieur le maire de Lille a mis en place une maison de la solidarité, ce dont nous avons hérité, avec sur place des associations qui mettent à disposition des publics vulnérables toute une équipe médicale financée par la commune. Voilà. Mais les grands, si vous voulez, la grande précarité sur les sans domicile stable, moi, j'ai sur mon territoire, et je salue le vice-président du département du Var et maire de Brignoles, qui est ici présent, le département qui nous aide tous les jours, et nous avons ces mêmes problématiques. C'est-à-dire que l'État a confié à des associations le fait de venir en aide aux sans domicile stable. Mais, grassement,
c'est-à-dire à hauteur, par exemple, sur la commune de Draguignan, d'1 million d'euros. Mais ces associations ne fournissent pas ce qu'on leur demande. C'est-à-dire qu'il y a des heures d'ouverture. Alors, les sans domicile stable doivent avoir affaire à des gens qui leur viennent en aide selon des heures d'ouverture. La domiciliation n'est pas assurée, alors que c'est la loi. Et bien entendu, on se retourne vers notre CCAS qui bouche les trous comme il peut, sans aide de l'État. Alors, j'ai demandé à monsieur le préfet de faire un audit, de contrôler ces deux associations non vertueuses, une à plus de 6 millions d'euros de subventions sur le département du Var. Monsieur le maire de Brignoles peut en témoigner, c'est exactement la même chose, et ça ne va pas. On a un appel d'air, puisque les reflux de la côte, vous savez, pour trouver du logement sur la côte, c'est un peu problématique. Donc nous avons ces reflux, plus la paupérisation, plus une ville paupérisée après le transfert scélérat de la préfecture de 1974, de l'habitat indigne, les OPARU n'y suffisent pas, et les marchands de sommeil qu'on a du mal à éradiquer. Alors je pousse un coup de gueule ici, parce que il y a des associations qui visiblement ne remplissent pas leur... Et qui vivent grassement. Il y a des directeurs, il y a des frais de représentation. Okay. On en parle pour les élus, mais pas pour ces gens-là. Très bien. Donc, très bien, ok. Bon, voilà. Est-ce que c'est sur cette association en particulier? On va pas la... je ne préfère mais on va pas généraliser, bien entendu, sur... Voilà. Mais messieurs, mes chères mesdames, mes chers collègues, soyez qui finance ces associations? Et madame, la vertu est à l'ordre du jour, non pas pour vous, mais sur ces gens malhonnêtes. Et je vous le dis tel que je le pense. Très bien, mais elles sont financées. S'il y a un débat à faire, venez à Draguignan, je vous en parlerai parfaitement volontiers. Ces associations sont financées par l'État. Par l'État. Grassement. Okay. Et nos CCAS qui bouchent les trous n'ont rien. Madame, je vous attends avec mes remerciements par avance. On verra. Très bien. Donc le préfet en plus est saisi, donc à lui On espère qu'il y aura un résultat. Ben voilà, très bien. Merci en tout cas pour cette intervention. Madame, vous souhaitiez, voilà, allez-y. Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, je suis Brigitte Adam, la deuxième adjointe à la mairie de Saint-Denis de La Réunion. D'accord. Donc, nous sommes la 19e ville de France, 156 000 habitants. Et effectivement, donc d'abord, je saluais Luc Carvounas qui fait le déplacement, qui va dans les Outre-mer, qui vient nous voir et qui fait un travail de fond avec le CCAS. Et la ville de Saint-Denis, on a contractualisé un partenariat avec les différentes associations. Donc, le tissu associatif est très implanté. Nous finançons plus de 30 millions d'euros pour 500 associations, que ce soit de l'IAE qui passe par la culture, le sport, l'éducation populaire, le loisir, l'éducation tout court, etc. Nous avons mis en place avec le CCAS justement la création de prêts sociaux et solidaires pour la création de 90 micro-entreprises, donc où nous finançons les petits matériels pour que les jeunes puissent continuer à développer de l'entrepreneuriat. Nous avons mis en place aussi une dotation pour l'achat de logements sociaux, donc des locataires qui sont là depuis 40 ans et qui maintenant deviennent des propriétaires. Nous travaillons également pour que la jeunesse puisse s'émanciper. Donc nous avons mis en place les bus gratuits jusqu'à 26 ans pour que notre jeunesse apprenne à se mobiliser, à se déplacer à travers le transport en commun et puisse aller au sport, puisse aller dans les loisirs et ne pas rester enfermé dans les quartiers. Nous avons mis en place aussi une cantine gratuite pour lutter contre la pauvreté alimentaire. Et moi, je voudrais échanger ici sur pas que la pauvreté financière, mais la pauvreté sociale, la pauvreté intellectuelle, la pauvreté sur la santé mentale, la pauvreté interrelationnelle, sur l'isolement des personnes seniors. Et tous ces aspects de pauvreté ne sont pas toujours identifiés et qui... Madame, vous faites l'amour. Alors, je vous remercie déjà de rester en tant que délégué interministériel, parce que par ailleurs, vos collègues ne sont pas forcément restés dans les débats. Et oui, on peut la saluer, parce que partout, vos collègues ne sont pas restés. Donc je vous remercie pour cela. Et comme vous êtes interministériel, je voudrais vous solliciter, s'il vous plaît, parce que nous avons, l'État a supprimé les dotations pour les passeports sport, les dotations pour la licence de sport, pour les 6-13 ans. Les 6-13 ans, c'est là où nous commençons la vie, c'est là où nous devons continuer à faire en sorte que la jeunesse commence une activité physique et sportive.
Ça, c'est une première chose. La deuxième Il chose... faut conclure, madame. Rapidement. Oui. La mission locale, c'est pareil. C'est la deuxième étape de la jeunesse qui ne sont pas suivies. À La Réunion, quand on enlève 9 postes de CIP, on met 5000 jeunes à la rue et on met 5000 jeunes sans accompagnement. Donc, pour moi, il faut continuer à faire des économies. Mais on ne peut pas faire des économies sur l'humain, parce que quand on fait des économies sur l'humain, eh ben demain, ça nous coûtera 20 fois plus cher. Et c'est là où nous aurons, nous, les élus locaux, à rendre des comptes. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce que nous avons continué à faire le travail collectif, et il faut continuer à le faire, madame. Donc, vous êtes là, c'est vous qui prenez, mais en fait, il faut partager avec vos collègues sur le sport, sur les missions locales, s'il vous plaît. Je vous remercie. Mohamed Elamine, adjoint au maire chargé de la sécurité à Pamandzi. Je vous interpelle à propos de tout ce qui se passe dans l'île. Je vais particulièrement parler de ma ville, Pamandzi, une ville de 12 000 habitants où la jeunesse représente plus de la moitié de la population. Nous avons en infrastructure un collège de 1200 élèves, un lycée de 1200 élèves également, mais dépourvu de structures de sport. On a un stade et un gymnase qui doit accueillir plus de 2000 élèves par jour. Ajouté à cela, il y a les associations. Pour vous dire, on a une occupation de plus de 100%, c'est-à-dire les heures ouvrables de 7h à 22h, où les gens se entremêlent pour pouvoir occuper les structures. Donc c'est pour vous dire, il y a un besoin urgent dans ma ville d'infrastructures en matière sportive pour s'occuper des enfants et des jeunes, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la délinquance est une des mâles de Mayotte. Hein? On a beaucoup d'enfants qui sont désœuvrés. Il y a des risques, je sais pas, ça se dit comme ça, hein, des risques des enfants à chaque fois qu'ils quittent l'école, dépourvus d'endroits pour se dépenser, ben, ils se jettent des cailloux, se battent entre eux, et par rapport aux besoins réels en matière de sécurité, la police, on l'augmente depuis notre mandature, de 4 à 12 policiers. Il y a la vidéosurveillance, mais elle ne suffit pas. Les infrastructures sont aussi saccagées. Donc, si on peut nous entendre, s'occuper aussi des enfants, s'occuper de la jeunesse, s'occuper de Pamandzi ou de l'ensemble de Mayotte, parce que c'est aussi le reflet l'ensemble de de Mayotte qui est concerné. Il y a eu un forum là-dessus sur Merci de me compléter. Merci. Merci à vous, merci Monsieur le maire. Alors, il faut que j'avance, je suis désolé. Je ne sais pas, je parle sous le contrôle de Nelly et de voilà, on est très en retard. Si vous faites des interventions rapides, il n'y a aucun souci. Mais sinon, ce n'est pas les délégués interministériels qui vont être virés, c'est les animateurs. Oui, bonjour à tout le monde. Moi, je veux vous parler du port spatial de l'Europe. Tout le monde est fier de notre fusée Ariane. Oui, c'est vrai. Sauf qu'elle est à Kourou. Kourou, c'est la Guyane. Oui. Et Kourou, c'est comme la Martinique, comme Mayotte. C'est-à-dire qu'on a une population, 55% de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Et on a des squats. Des squats, c'est des bidonvilles. Le mot nouveau pour les bidonvilles. Et là, les gens, ils vivent dans une économie parallèle, avec des gamines qui se font violer, avec un trafic de drogue, avec tout ce qu'on peut imaginer. C'est Kourou, c'est le port spatial de l'Europe. Je l'ai dit au ministre de l'Industrie, Philippe, je ne me souviens plus. Voilà. Donc, ça change beaucoup, c'est vrai, mais non, il n'a pas changé. Non. Donc voilà. Donc oui, il faut quand même s'occuper de ça parce que c'est une bombe à retardement. Hein, les gamins qui vont à l'école n'osent pas donner leur adresse quand ils sont dans le squat. Et puis bon, plein d'autres choses, mais j'ai pas le temps d'en parler. Ben oui, je suis vraiment désolé. Merci. Je sais pas si. Non, je suis vraiment désolé, monsieur. Vraiment, je sais pas. Hein, il faut que dans un quart d'heure, on passe sur un autre forum, donc il faut qu'on avance. Donc sur les nouveaux publics en situation de précarité, justement, les familles monoparentales qui constituent un quart des familles avec enfants, tandis que d'autres, les jeunes ou encore certaines autres personnes en emploi qualifié de travailleurs pauvres incarnent de nouveaux visages de la pauvreté. Marie-Mylène Millet et donc Luc Carvounas, est-ce que vous voulez inaugurer
cette deuxième séquence qui sera de fait assez courte pour évoquer, poser le cadre un petit peu de cette problématique. Ah d'accord, très bien. Donc, peut-être alors, donc je vais vous poser directement une question, Monsieur Carvounas, sur les nouveaux publics qui émergent. Est-ce qu'ils impliquent une réponse de terrain différente ou pas? Les nouveaux publics qui émergent, c'est ceux que j'ai évoqués au début de mon propos. Donc la réponse que l'on apporte, c'est celle de l'écosystème avec les associations, avec le département, avec le CCAS. Donc la réponse que je peux vous faire, c'est que de toute façon, aujourd'hui, on est dans l'aide alimentaire, on est dans les aides aussi pour payer pour ou partie des loyers, les factures de gaz, d'électricité. Je connais même des CCAS dans le cadre de la condition animale qui prennent en charge la visite annuelle de leur animal parce que l'animal fait partie de la famille et que la résilience passe aussi par que son animal se porte bien. Donc en fait, on est des couteaux suisses, hein. On essaie de répondre à toutes les solutions. C'est ce que disait la collègue Chanteloup. Voilà, on est dans un pragmatisme, dans des budgets de plus en plus contraints, entendons-nous, hein. Et sur la question, je le disais à la présidente d'Alerte, la question la plus prégnante aujourd'hui, c'est celle du logement et du logement social. Sauf qu'aujourd'hui, les maires, pour signer un permis de construire, pour loger les gens dans le logement social, ils savent qu'ils n'auront ni taxe d'habitation, puisque c'est un locataire, ni taxe foncière, parce que le bailleur est exonéré pendant 15 ans de la taxe foncière, et en plus, parce qu'au niveau du ministère des Finances, on n'arrive pas à récupérer la taxe d'aménagement. Donc on perd sur tous les tableaux. Donc bonne chance. Donc j'aimerais bien avoir... Vincent Jeanbrun, je le connais bien, c'était le maire de l'Haye-les-Roses, de mon département. Je vous souhaite bonne chance parce que j'ai jamais vu cette question qui est la plus urgente face à la précarité, qui est celle de la question du logement. Aucun gouvernement ne s'en saisir depuis 8 ans. Ils s'en foutent. Et ben, c'est nous qui prenons les choses en main avec nos bailleurs sociaux. Mais à un moment donné, le bloc communal, il ne peut pas être tout seul face à tous ces problèmes. Merci beaucoup. Marilène Millet, est-ce que vous voulez nous parler de l'attention particulière que vous portez, notamment sur votre territoire, aux étudiants, qui constituent un de ces visages de la pauvreté, via l'habitat intergénérationnel, où il y a un certain nombre d'associations qui développent des solutions? Je vais être très rapide parce que je trouve dommage, on n'a pas encore entendu les restos du cœur. Ouais, on va les écouter bientôt, bien sûr. Oui, au niveau des étudiants, on voit aussi que c'est un nouveau public. On sait aujourd'hui que je crois qu'il y a à peu près 75% des étudiants qui ont moins de 100 € à la fin du mois, une fois qu'ils ont payé toutes leurs charges. Ce sont aussi des publics en grande précarité alimentaire. Et puis, il y a aussi les questions qui ont été rapidement évoquées par la collègue sur la santé mentale. Alors évidemment, on vient de parler du logement et l'habitat intergénérationnel, c'est une petite goutte d'eau. On parlait de faire de la dentelle, ça c'est vraiment de la dentelle. C'est une petite réponse, mais je trouve que cette réponse, elle peut être intéressante parce qu'elle permet à la fois finalement de proposer une alternative économique intéressante pour les étudiants et ça permet aussi de lutter contre l'isolement, parce qu'on n'en a pas parlé, mais l'isolement, je crois que c'est madame qui l'évoquait, social, c'est aussi une forme de précarité et c'est aussi une triste manière de finir sa vie. Donc ça peut aussi être une forme de solidarité, recréer des solidarités. Moi, je voulais juste rebondir par rapport au débat. On a parlé de certaines associations qui pourraient être dysfonctionnantes. J'emploie le conditionnel à dessein. Mais ce qui me semble important aussi, et je crois que Mme la déléguée vous l'avez dit, c'est aussi de ne pas s'interdire la culture de l'évaluation de ce qu'on fait. Quand on est aussi contraint au niveau financier, savoir aussi que l'argent qu'on a dépensé, il est dépensé d'une manière efficace. Voilà, je crois qu'il ne faut pas s'interdire non plus le débat. De temps en temps. Merci Jean-Michel Richard. Je vais vous demander donc de rejoindre cette scène. Vous êtes donc le nouveau président des Restos du Cœur, l'association la plus appréciée des Français. Ben, semble-t-il. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors je vais vous poser une question. Je vous en prie. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord en quelques chiffres l'importance du réseau des Restos du Cœur pour rappeler quand même ce maillage territorial assez impressionnant?
Oui, alors les Restos du Cœur, aujourd'hui, c'est 1 300 000 personnes accueillies chaque année. Nous avons distribué 161 millions de repas. Juste à titre de comparaison, la première année Coluche, il y a 40 ans, c'était 8 millions. Donc 20 fois plus. Au niveau du maillage territorial, nous avons plus de 2300 lieux d'accueil et nous sommes présents dans 1800 communes. Voilà, donc on a un maillage territorial très très important. 78 000 bénévoles permanents, 30 000 occasionnels et un modèle très singulier qui tourne autour des bénévoles, ce qui nous permet avec 1 euro d'argent public de déployer 4 à 5 euros de prestations et de missions sociales. Est-ce que vous travaillez... Alors 70%, je crois, des locaux que vous occupez sont prêtés, on veut dire ça, loués gracieusement par les communes. Vous commencez à sentir quand même que pour certaines d'entre elles, et non pas par volonté de ne plus être à vos côtés, mais demandent quelques contreparties parce qu'elles n'y arrivent pas elles-mêmes. Donc voilà, est-ce que financièrement, les difficultés rencontrées par les communes ont un impact? Approchez-vous un petit peu là, comme ça. Voilà. Ah oui, je sais, mais ça fait rien. Il n'y a personne derrière. Donc voilà, comment est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un impact aujourd'hui sur le tissu associatif du fait du resserrement effectivement des finances publiques? Oui, il y a un impact. Ce que je voulais dire en préambule, c'est que les restos aujourd'hui, étant donné le développement de la précarité, on est aux limites de ce qu'on peut faire d'un point de vue financier, opérationnel et au niveau humain. Ça, c'est très clair. Par contre, ce qu'on peut dire par rapport aux collectivités, c'est qu'on fonctionne très très bien avec les collectivités, départements, communes. On a 70% de nos locaux qui sont mis à disposition gratuitement par les collectivités. On a des véhicules, des chauffeurs, on a des choses, enfin ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne également avec les autres associations et il y a un côté très créatif, très pragmatique du fonctionnement dans les territoires et ça je tiens à le saluer. Par contre, effectivement, moi le message que je veux vous faire passer aujourd'hui, c'est qu'on sent bien que cette précarité s'accroît encore. Et j'en appelle à vous pour qu'il n'y ait pas de désengagement ou une volonté de moins nous aider. Je sais que tout le monde a des contraintes, je sais que vos problèmes financiers sont importants, mais voilà, on sent certaines velléités, parfois dans des grandes métropoles où des locaux en centre-ville nous sont mis à disposition, de vouloir reprendre les locaux. Lorsqu'on a un centre qui explose tellement l'activité est forte, eh bien la commune nous dit allez voir un bailleur privé. Oui, mais financièrement, tout ça génère beaucoup de contraintes. Donc c'est vraiment le cri du cœur. Ça fonctionne très très bien. On travaille ensemble, on co-construit. Mais franchement, il faut que ça perdure parce que vous comme nous menons une mission de service public et c'est fondamental. Merci Jean-Michel Richard pour ce témoignage et donc longue route au Resto du Cœur. Vous l'aviez dit, après vous aviez quelque chose à ajouter peut-être? Oui, juste dans le cadre budgétaire, je rebondis également sur l'insertion par l'activité économique. Oui. C'est fondamental. Nous avons une centaine de chantiers d'insertion. On a besoin également de votre aide. Et puis également pour les gens de la rue, parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Et on a plus de 2 millions de contacts avec les gens de la rue dans l'année. Donc les communes nous mettent à disposition des moyens pour les aider. Mais il faut vraiment que ça puisse perdurer. Et je vous remercie d'avance. Merci Jean-Michel Richard pour tout le travail réalisé par les Restos du Cœur, bien sûr, partenaire et inspirateur aussi, sans doute, à certains moments, de ces politiques de terrain, parce que j'imagine qu'il y a des instances où ça réfléchit aux réponses à apporter sur le terrain. Elle est restée, Anne Rubinstein, donc, et elle va éventuellement répondre à quelques questions. Elle a été interpellée, déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Je n'aurais pas imaginé une seule minute venir juste faire un petit discours et puis m'en aller. C'est exactement à l'inverse de ce que je vous ai expliqué, ce qui est de ma démarche. Et effectivement, je ne suis pas fière de cette, quelque part, de cette faillite collective qui fait qu'il y a 15 millions de pauvres aujourd'hui. Et je comprends votre colère, votre interpellation, que ce soit au niveau des associations comme au niveau des maires. Néanmoins, on ne peut pas non plus
évacuer le fait que des choses soient faites. En Outre-mer, je vous ai entendu à plusieurs intervenir. On a, en plus de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, un pacte spécifique de lutte contre la pauvreté en Outre-mer. Je suis venue à Mayotte, monsieur, où, par exemple, immédiatement, j'ai décidé d'ailleurs de verser à peu près 1 million d'euros pour que les manuels scolaires existent et soient donnés à l'ensemble des élèves scolarisés à Mayotte. Bref, il y a des leviers. Je ne dis pas qu'ils sont suffisants. Je me bats suffisamment en interne à l'État pour à la fois sur les arbitrages budgétaires et même sur des options d'investissement. Et vous avez raison, je ne sais plus qui parlait d'investissement. Bien sûr que c'est un investissement social de lutter contre la pauvreté et qu'on économiserait des choses que finalement on dépense à réparer une situation. Moi, je considère que la pauvreté, c'est une construction sociale et que donc, par définition, puisque c'est construit par les hommes et les femmes, ça doit pouvoir être déconstruit. Donc, vous voyez, je n'ai pas finalement un point de vue qui serait orthogonal au vôtre. Après, effectivement, on fait avec les moyens qui nous sont donnés. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on pourrait optimiser les moyens qui existent en faisant mieux, en faisant autrement, en vous laissant aussi, vous, maire, une forme de liberté d'organisation pour que les choses puissent mieux fonctionner. Il y a des dépenses absurdes avec des choses ou redondantes ou pas coordonnées. Et par le biais de ces dispositifs locaux dont je parlais tout à l'heure, on peut s'en saisir et on peut faire mieux, en tout cas, que la situation actuelle. Et je voulais dire par rapport à votre question sur les publics spécifiques. Bien sûr qu'il y a des publics qui n'existaient pas il y a quelques années. Au moment où on crée notre système social, il n'y a pas de famille monoparentale ou alors elles sont au banc de la société, de toute façon. Aujourd'hui, il y a des départements, je crois que c'est en Martinique, où c'est l'organisation majoritaire des familles, c'est la monoparentalité. Donc évidemment qu'il y a des trous dans la raquette puisqu'on n'a pas conçu notre système socio-fiscal en prenant en compte cet état de fait. Donc bien sûr qu'il faut creuser ce sujet et d'ailleurs nous en sommes saisis avec la délégation et l'ensemble des ministères. Sur la question des étudiants, ça a été abordé. Là, peut-être vous ne le savez pas encore, mais on vient de lancer une expérimentation avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour en choisissant 8 campus universitaires qui vont s'appeler, alors ce n'était pas mon choix parce que je trouve qu'il y a trop de labellisation comme ça, mais ça sera campus zéro non-recours. Moi, je veux en faire des campus zéro pauvreté, puisqu'on continue dans les zéros. Donc, c'est quelque chose qui veut dire qu'on prend en compte ces spécificités. Et vous l'avez évoqué, et je voulais vraiment en parler en conclusion, la question de la ruralité. En ruralité, la pauvreté existe, elle a des spécificités. Ce n'est pas la même pauvreté, les mêmes visages de la pauvreté, et surtout, les leviers sont différents parce qu'effectivement, il y a moins d'États, moins d'associations, qu'il y a des questions de mobilité, qu'il y a des questions d'accès à l'emploi. Et bref, les réponses doivent être plus adaptées. C'est pour ça que moi, je pense que les réponses, elles sont à tricoter ensemble au plus près des personnes. Voilà, donc merci en tout cas pour les échanges, les interpellations. J'ai bien noté ce qui pourrait être de mon ressort et je vous promets que de toute façon, ça n'est pas lettre morte. Ça fait partie de ce qui éclaire aussi la décision, puisque un des rôles de la délégation, c'est de faire des préconisations au gouvernement. Très bien, on va vous poser certainement 2 autres questions, donc restez là. Et ensuite, on conclut ce forum. Oui, merci. Madame la déléguée, mes chers collègues, en fait, ce n'est pas une question, c'est vrai, je crois que vous serez tous d'accord avec moi que les associations, le tissu associatif et les bénévoles, je crois qu'avec moi, vous n'allez pas refuser, on va les applaudir, ces bénévoles et ces associations qui s'engagent. Mais, vous savez, moi, je suis un élu de secteur, c'est un élu de la Réunion. Hein. C'est un élu de la Réunion, un élu de quartier. Il y a un président d'association qui vient m'envoyer un texto. Donc,
je ne peux pas m'empêcher de vous le dire. Donc, vous êtes le représentant de l'État. Donc, ce président d'association me dit, Monsieur Kishnama, donc moi, dites-le. Je crois que ça vient du cœur. Et c'est ça qui est important. On est des médiateurs, mais aussi, il faut écouter les personnes de terrain, les experts. Ce sont les associations. Donc, ce monsieur vous dit donc à l'État, on souhaite avoir un État qui décide, un État responsable et non pas un État partenaire. Très bien. Bah, écoutez, on va le commenter un peu plus tard. Et une dernière intervention et après on conclut. Merci beaucoup. Donc Patricia Rabelcar, représentante de la mairie de Saint-Apollinaire et également des associations, puisque je suis salariée d'une association. Donc je voudrais, en fait, moi j'ai une question à poser. Tout le monde a parlé d'associations et c'est très bien. Tous les collègues ici présents montrent l'importance, et vous-même, madame, vous avez cité l'importance des associations. Je répéterai ce que madame a dit. Au jour d'aujourd'hui, elles sont malmenées. L'ESS est malmenée, va perdre énormément de financement. Des financements qui financent des postes de personnes qui vont être licenciées, qui réalisent une mission de l'État. Et donc, c'est autant de pauvreté qui sera créée, d'une part parce que ces personnes vont perdre leur emploi, mais les personnes qu'elles accompagnent et qu'elles suivent n'auront plus personne en face d'elles. On est en train de parler de lutte contre la pauvreté, mais vous avez vous-même mis en place, enfin vous, c'est pas vous en tant qu'individu bien sûr, mis en place des prélèvements sur les apprentis qui ne gagnent pas grand-chose au jour d'aujourd'hui. Donc là, une ponction sur ceux de janvier vient d'être annulée, mais n'empêche qu'il y a quand même une ponction qui a été prise sur les apprentis. On sait très bien qu'ils ne vivent pas avec des financements importants. Dans mon association, j'anime le réseau des FJT, qui accueille tous les jeunes qui sont en mobilité professionnelle, des salariés, des alternants, des apprentis, des étudiants. Ce qu'on remarque au jour d'aujourd'hui, c'est qu'effectivement, leur pauvreté augmente. La modulation des APL a fait énormément de mal. Donc on crée de la pauvreté, vous créez de la... Enfin, pas vous en tant qu'individu, encore une fois, mais jusqu'à présent, on a créé de la pauvreté. Donc c'est très bien, on en parle aujourd'hui, mais voilà, la question, elle est aussi là. Et au jour d'aujourd'hui, ce qu'on remarque, nous, dans nos résidences, c'est que les jeunes qui avant, moi, quand j'ai pris mon poste, ils restaient 6 mois dans nos structures. Là, maintenant, ils en sont à 1 an, parce qu'ils ne peuvent pas bouger, parce que justement, ils n'ont pas les moyens de bouger. Donc moi, je me dis, on est en train de parler, on reconnaît le travail d'association, on reconnaît qu'il y a de la pauvreté, mais en même temps, les mesures qui sont prises sont en train de les creuser. Donc on est un peu dans un truc un peu bizarre. Voilà. Merci pour ce témoignage. Si vous le souhaitez répondre, Mme Rubinstein, vous pouvez le faire. Ou sinon, je vais demander à Luc Arvounas et Mme Millet de venir au pupitre pour conclure ce forum. Je vous laisse la parole. Alors, oui, je salue le travail des associations comme un acteur avec l'État, avec les collectivités, pour justement prendre ce problème de la réduction de la pauvreté en main. Et effectivement, ce que vous dites est intéressant parce que vous voyez bien que la pauvreté, c'est un continuum et une cohérence globale. Et c'est ça qui est extrêmement difficile à atteindre, et c'est ça que j'essaye d'incarner. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas des mesures qui sont contradictoires avec d'autres, qui effectivement conduiraient à aggraver encore la situation. Merci. Luc Arvounas. Non, je ne peux pas conclure sur un sujet comme celui-là, mais juste parce que c'est vrai que Anne Rubinstein a été beaucoup apostrophée cet après-midi. Moi, j'ai la chance de la connaître depuis des années, avant même qu'elle soit déléguée interministérielle sur ces questions. Je trouve qu'elle a beaucoup de courage. Parce qu'elle est de notre côté, en fait, je vous le dis, et qu'elle a même donné lieu à une déclaration publique qui a abouti à une dépêche AFP où elle a tout simplement presque tapé l'État sur l'échec des politiques publiques. Et je lui dis, c'est très courageux de ta part parce que ça ne va pas faire très plaisir au plus haut niveau. Donc, elle a une conscience totale des difficultés qui sont les nôtres. Et en plus, elle a la difficulté d'avoir vu passer, depuis que tu es délégué, combien de ministres? 5, 6 ? Voilà. Donc ça, c'est pour la petite parenthèse, pour vous dire qui est Anne Rubinstein. Après, pour le reste, on a du boulot. J'espère que l'an prochain, si on est encore là à co-animer, on ne va pas se retrouver à se dire encore les mêmes choses. Et je remercie sincèrement tous les acteurs associatifs, parce que sans vous, on ne peut rien faire, en fait, le bloc communal. Et ces nouvelles pratiques de travail ensemble, bah, comme on a de plus en plus de pauvres, bah, on va travailler de plus en plus. Et peut-être qu'un jour, on se dira qu'on aura réussi. Mais pour ça, il faudrait des
des hommes et des femmes politiques qui ont un peu de courage, comme vous tous dans cette salle. Je vous remercie. Merci. Madeleine Millet, si vous souhaitez dire un petit mot de conclusion. Simplement vous remercier et remercier aussi les personnes qui ont témoigné avec leurs mots, parfois leur colère, mais c'est tout à fait compréhensible. Et dire aussi qu'effectivement, on a parlé de la précarité, de la pauvreté, mais qu'à travers, en fait, il y a beaucoup de politiques publiques. Hein. On a parlé du logement, mais c'est aussi l'accès à l'emploi, la santé mentale, la santé aussi tout court, l'accès aux services publics. Ça a été évoqué très rapidement, mais notamment pour les zones rurales, les questions de mobilité. On n'a pas parlé de transition écologique, mais quand j'entendais les collègues d'outre-mer parler, on voit bien aussi que sont ceux qui sont les plus frappés par les catastrophes climatiques. Et du coup, ça rejaillit aussi sur ces notions de précarité. Je voudrais quand même terminer sur une note un peu positive et se dire que vous, les maires, les élus, vous êtes aussi en capacité d'inventer des solutions. Et je pense qu'on gagne, comme à l'AMF ou à l'UNCAS, à collecter aussi, comme la collègue qui nous a présenté son initiative de ville solidaire, à partager aussi nos bonnes pratiques et nos solutions pour essayer d'avancer vers une société plus inclusive et plus solidaire. Merci à tous. Merci beaucoup, merci à tout le monde et à tous les intervenants et bonne fin de congrès. Merci.